Bonsoir à vous tous. Je ne vous vois pas, mais je suis sûr que je connais beaucoup d'entre vous. Vous êtes là, ce soir, plus de 220 inscrits à cette réunion, tous intéressés par le projet Myastérix de vaccin thérapeutique contre la myasthénie. Par cette réunion d'information, notre association AMI est heureuse de permettre une meilleure connaissance de ce projet. Notre association a été créée à l'initiative de Roland Bornier en 2007 et dirigée depuis 2012 par Pierre Boulanger, notre président et webmaster efficace. Il est entouré d'un conseil d'administration dont je suis membre comme vice-président, impliqué dans les projets de recherche. Le docteur belge Stéphane Huberty, fondateur de CuraVac, nous a demandé de l'aider à faire connaître son projet de vaccin en France. Il se trouve à une étape clé du développement, les essais cliniques de phase 1B. L'histoire de ce projet est inhabituelle. Elle a commencé dans les années 1990 chez le professeur Blalock de l'Université d'Alabama aux États-Unis pour tester une hypothèse d'interaction médicamenteuse au niveau moléculaire. Ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique. Les essais cliniques de phase 1B. L'histoire de ce projet est inhabituelle. Elle a commencé dans les années 1990 chez le professeur Blalock de l'Université d'Alabama aux États-Unis pour tester une hypothèse d'interaction médicamenteuse au niveau moléculaire. Ce n'est pas un laboratoire pharmaceutique, mais un homme seul, Stéphane Huberty, atteint lui-même de myasthénie, qui s'est intéressé au concept du professeur Blalock contre les maladies auto-immunes et particulièrement contre la myasthénie. Après que Stéphane Huberty ait fondé CuraVac en 2002, la fabrication du vaccin a été mise au point, les essais précliniques ont été pratiqués, puis les autorités de santé ont reconnu que la spécificité du vaccin autorisait les premiers essais cliniques, non pas sur des volontaires sains comme c'est l'usage, mais directement sur des patients atteints de myasthénie grave. Avant de passer la parole au docteur Huberty, je tiens à bien préciser certains points. Certes, l'étude du vaccin est un espoir contre la myasthénie. Cependant, il faut savoir que moins d'un produit sur 4 arrive sur le marché au terme du développement. D'autre part, un essai clinique de phase 1 suit un protocole rigoureux afin de donner les meilleures garanties de tolérance et de préciser la dose thérapeutique. L'efficacité du vaccin, cette fois, pourra aussi être évaluée dès ce stade de développement. Le docteur Huberty vous détaillera tous ces points, bien entendu. Primum non nocere, deinde curare, d'abord ne pas nuire, ensuite guérir, comme le dit le docteur Huberty en rappelant le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. À certains d'entre vous qui, à l'issue de cette réunion, souhaiteraient participer à l'essai clinique, je donnerai le conseil d'en parler d'abord à votre médecin traitant. Le docteur Huberty a les coordonnées du médecin investigateur qui est seul responsable des recrutements confidentiels. Bien sûr, nous souhaitons tous que ce vaccin fasse ses preuves et que son développement arrive à son terme pour améliorer notre vie. Le docteur Huberty va maintenant faire un exposé et répondre à vos questions. Je lui place la parole. À toi, Stéphane. Stéphane, on ne t'entend pas. Sorry, je recommence. Maintenant, le micro n'est plus coupé. Je dis merci à l'Association des Amis et aux deux Pierre de nous permettre de présenter notre travail.
Voilà, nous allons présenter ce que nous faisons depuis maintenant 15 ans chez CureAvac et 25 ans à l'Université d'Alabama, qui nous amène aujourd'hui donc à l'essai clinique qui a démarré à l'Université d'Anvers sous l'égide du professeur Mercedes. Donc, chez CureAvac, voilà notre but, un monde sans maladies auto-immunes. Donc, nous développons des vaccins thérapeutiques ou des thérapies, des immunothérapies parfaitement ciblées pour les maladies auto-immunes, en commençant par la myasthénie. Notre mission, un traitement pour toujours, pas un médicament tous les jours. C'est effectivement ça qui m'a intéressé par le concept du professeur Blaylock. C'est qu'au moment où moi-même j'étais à ma 3e crise et je devais prendre plein de médicaments, des chiens étaient traités avec seulement 3 injections d'un vaccin et étaient guéris, ou en tout cas étaient à l'époque en amélioration durable, puisque finalement les chiens, aucun des chiens dans l'essai n'a fait un relapse, donc n'a eu à nouveau une myasthénie après avoir été guéri. Donc guérir ou améliorer de manière significative la qualité de vie des patients atteints de maladies auto-immunes en utilisant 3 injections d'un vaccin thérapeutique parfaitement spécifique. Notre équipe, donc une petite équipe, normalement la photo de gauche, vous devriez me reconnaître aussi bien que sur la vidéo. Donc je suis docteur en médecine, entrepreneur et patient donc atteint de myasthénie en 96, donc 96 pour nous de Belgique. Nicolas, que vous allez voir également tout à l'heure, donc est un spécialiste de développement des entreprises biotechnologiques et de la fabrication de vaccins. Le professeur Blaylock, qui n'est pas là aujourd'hui et qui ne parle pas français, qui lui est donc professeur en médecine à l'Université d'Alabama à Birmingham, et qui est donc un spécialiste en immunologie moléculaire et développement rationnel des molécules médicamenteuses. Denis Flynn, qui s'occupe du management et de l'administration. Notre petite équipe est conseillée par donc un conseil d'experts, où on retrouve donc le docteur Didier Hoche, qui est l'ancien président de Sanofi Pasteur MSD, membre du conseil de plusieurs sociétés biotechnologie. Jean-Paul Pries, qui est également, lui, l'ancien vice-président en charge de recherche et développement chez GSK Vaccine, également membre de plusieurs conseils de sociétés biotech aujourd'hui. Le professeur Marc Batz, qui est un professeur à l'université de Maastricht, qui a dédié sa vie active à la myasthénie, et donc qui est un neuroimmunologue qui voit, soigne des patients et s'occupe de recherche. Le Dr Bruce Forrest, lui, est l'ancien chef de recherche-développement chez Wyatt Vaccine. Donc, il a fait sa carrière, entre autres, chez Wyatt KK au Japon. Et donc, il s'occupait, l'ancien vice-président directeur de Wyatt Pharmaceutical. Donc, nous écoutons ces conseils et nous-mêmes, petite équipe, nous sommes en fait au sein d'un réseau de compétences. Donc, nous ne sommes pas seuls, nous faisons appel à différents experts, différentes sociétés, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Et c'est ça qui a mené donc au consortium Myastérix, donc, que nous avons lancé pour le développement et l'essai clinique du vaccin thérapeutique myasthénie. Donc, dans ce consortium, on retrouve l'Université d'Anvers, donc l'Université Ziekenhuis Antwerpen. Nous retrouvons donc, le centre de référence ou un centre de référence de la myasthénie en Belgique, l'université, donc le centre médical de l'Université de Leiden, Leiden University Medical Center, qui est donc le centre de référence pour la myasthénie aux Pays-Bas. Notre société, Epodia, qui est une petite société spécialisée dans l'organisation d'essais cliniques, PIChem, qui est une société autrichienne spécialisée dans la synthèse de peptides et de vaccins et qui a donc l'agrément GMP au niveau de l'Europe et de la FDA d'ailleurs, Instant Transfer, qui est donc situé à Paris et qui s'occupe du management administratif et financier du consortium. Donc, le vaccin que nous mettons au point et donc que nous allons tester se base sur une action thérapeutique, donc sur des peptides complémentaires aux antigènes auto-immuns.
Donc cela semble un peu complexe, mais en gros, vous avez un auto-antigène dans une maladie, donc dans notre cas, le récepteur de l'acétylcholine, en tout cas ce qu'on appelle la région immunogène principale du récepteur de l'acétylcholine. Et quand la maladie se déclare, en fait, il y a des auto-anticorps, donc les anticorps anti-récepteur acétylcholine qui sont créés sur base de cet auto-antigène. En fait, on peut calculer le profil de cette cible et par là, on peut calculer le profil inverse pour la cible opposée, pour une cible complémentaire. Avec ces informations, on peut synthétiser un peptide complémentaire. Et quand on vaccine avec ce peptide complémentaire, on induit la création dans le corps du patient d'anticorps anti-auto-anticorps, ce qu'on appelle les anticorps anti-idiotypes. Donc ce principe est effectivement très simple, mais comme disait Colomb, il faut y penser. Et voilà le principe donc, du vaccin thérapeutique myasthénie. Donc cette vaccination thérapeutique par peptide complémentaire a été validée pour la myasthénie grave donc chez le rat. Donc en myasthénie grave expérimentale, on peut induire une myasthénie chez le rat et la traiter ou éviter qu'elle n'apparaisse trop vite. Elle est également testée chez le chien avec une myasthénie naturelle. Donc on parle de chiens de compagnie et donc on a fait appel à des vétérinaires. Dès qu'un chien avait une myasthénie, nous avons envoyé le vaccin et c'est comme ça qu'on a pu faire cette étude sur des chiens avec myasthénie naturelle. Donc ce concept a été validé donc, par le jury d'experts FP7 de la Commission européenne. Donc le projet Myastérix est l'un des 7 projets sélectionnés sur plus de 50 présentés lors de l'appel Innocuité et efficacité de vaccins thérapeutiques en 2013. Il a été plus récemment validé par un panel d'experts et d'immunologistes en tant que meilleur projet en vaccin et immunothérapie lors de la conférence Biovision à Lyon en juin 2014, où d'ailleurs l'association Les Amis avait appelé à voter pour nous. Le planning donc, de Myastérix comporte plusieurs points. Donc, il y a les études toxicologiques réglementaires donc, qui ont été réalisées. Il y a la réalisation du lot clinique aux normes GMP, donc aux normes humaines, qui a été réalisée. L'autorisation d'un comité d'éthique et de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en Belgique, donc, qui aussi a été réalisée. Et du coup, nous avons pu commencer la phase 1. La phase 1B, en fait la phase sur patient. On l'appelle également phase 1-2. Et donc cette phase est en cours. Aujourd'hui, 2 patients ont déjà donc été enrôlés et ont reçu la première injection du vaccin. Nous espérons les résultats le plus vite possible. Le plus vite possible voulant dire le 4e trimestre 2016, ce qui évidemment va dépendre de la rapidité d'enrôlement et de recrutement des patients dans l'étude. Mais donc, si on arrive à recruter et enrôler les patients rapidement, nous pourrons avoir déjà des résultats rapidement au 4e trimestre de cette année. Ensuite, de nouveau, rapidement, on essaie d'aller le plus vite possible. Le 1er trimestre de l'année prochaine, on veut commencer la phase 2, qui est également financée par l'Europe, et obtenir des résultats au milieu de l'année 2018, pour finalement obtenir l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, donc en 2019 ou en 2020. Le développement des médicaments prend toujours du temps, même quand on fait tout ce qu'il faut pour aller le plus vite possible. Donc l'étude proprement dite s'appelle, voilà le terme exact en français, donc étude clinique de première administration chez l'homme, épreuve de concept pour évaluer l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité du candidat vaccin CVMG01 en injection subcutanée chez des patients atteints de myasthénie grave. Donc ça c'est très important, cette phase 1 peut se dérouler sur des patients vu les différents aspects techniques du vaccin. Il y a une souris qui reste sur l'écran, 2 souris qui restent sur l'écran qui sont un peu gênantes. Alors, donc l'objectif de l'étude, dans une étude il y a toujours des objectifs primaires, secondaires. Et donc l'objectif primaire, c'est l'innocuité. Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen d'enlever les 2 souris qui sont sur l'écran?
Donc c'est pour évaluer l'innocuité et la tolérance locale du vaccin, il en reste une, et évaluer l'immunogénicité du vaccin. Ce sont ce qu'on appelle les objectifs primaires. Ensuite, les objectifs secondaires, donc c'est évaluer donc le taux, donc les effets du vaccin sur le taux d'anticorps antirécepteurs acétylcholine, et également évaluer évidemment l'efficacité du vaccin par l'utilisation de questionnaires et de tests standards. L'étude donc se déroule en deux parties. Donc il y a la partie A qui est une partie interventionnelle. Donc l'étude est une étude en double aveugle avec placebo. Durant cette partie A, nous recrutons 4 groupes de 8 patients pour 2 niveaux de dose. Et par groupe, 6 patients reçoivent le vaccin et 2 patients reçoivent le placebo. Donc 3 patients sur 4 reçoivent la substance active et 2 patients sur 8, donc un patient sur 4 reçoivent le placebo, afin d'être sûr justement de pouvoir quantifier l'effet de ce vaccin. L'étude, donc la partie A, regroupe donc 3 injections sous-cutanées aux semaines 1, 5 et 13, donc c'est seulement 3 injections, et 7 visites de contrôle, en fait tous les 15 jours, sauf le dernier mois, donc la dernière visite qui se fait un mois après le contrôle précédent, donc 10 visites au total étalées sur 5 mois. Donc, vu d'une autre manière, le calendrier donc, des visites pour les patients en partie A, donc il y a le screening, si vous êtes inclus, l'injection à la semaine 1, donc le premier jour, à la semaine 5, à la semaine 13, et entre les injections, tous les 15 jours, une visite de contrôle avec prise de sang, sauf la dernière, donc la visite 5 mois après le début. La partie B, elle, est purement observationnelle, c'est-à-dire qu'une fois que la partie A est terminée pour tous les patients, on va pouvoir lever l'aveuglement de l'étude, puisque jusque-là, personne ne sait qui reçoit la substance active ou le placebo. Et à partir de ce moment-là, donc, les patients sont invités à rester dans l'étude pour faire une évaluation de l'innocuité et de l'efficacité à long terme. Aucune injection nouvelle de vaccin n'est prévue. Et donc là, on parle de 6 visites à 16 semaines d'intervalle. Donc en fait, tous les 4 mois, 6 visites étalées sur 2 ans. Donc, quels sont les critères d'inclusion dans l'étude? Donc, nous avons voulu les critères assez larges. Donc, les patients qui ont une myacémie généralisée, positive aux anticorps aux récepteurs de l'acétylcholine. Les patients qui ont entre 18 et 65 ans au moment de la première injection, avec un indice de masse corporelle entre 18 et 35. Donc, ce sont les limites habituelles en dessous desquelles ou au-dessus desquelles les différences de poids peuvent provoquer des problèmes sévères de santé. Un traitement immunosuppresseur stable durant les 3 mois précédant la participation. Pour autant, évidemment, que les patients suivent un traitement immunosuppresseur, ce n'est pas une condition, mais si les patients suivent un traitement, cyclosporine ou Imuran, cortisone, à partir du moment où le traitement est stable durant les 3 mois qui précèdent la participation, vous pouvez être inclus. Donc les autres paramètres sont les paramètres habituels biologiques et physiologiques dans les limites standards. Voilà. Les critères d'exclusion, donc c'est une myacémie de grade 4 ou 5 donc, au moment de l'inclusion. Grade 4, ça veut dire une myacémie sévère à très sévère, et grade 5, c'est une crise de myacémie. Donc ce sont en général des patients qui sont aux soins intensifs ou en tout cas à côté de la porte des soins intensifs. Donc, pour des raisons évidentes de sécurité, les patients qui sont donc en myacémie très sévère ou aux soins intensifs ne peuvent pas participer à l'étude. L'histoire ou la présence d'un thymome ou d'un autre cancer, une thymectomie de plus ou moins d'1 an. Donc, si vous avez réalisé une thymectomie de plus ou moins d'1 an ou que vous comptez réaliser une thymectomie dans la partie A de l'étude, c'est un critère d'exclusion.
Également, comme critère d'exclusion, il y a l'utilisation d'immunoglobulines ou de plasmaphéreses dans les 3 mois avant la première dose. Je mentionne également l'utilisation de rituximab dans les 6 mois, mais il y a très peu de personnes aujourd'hui qui utilisent le rituximab, peut-être 3 personnes en France, donc ce n'est pas un critère habituel d'exclusion. Une grossesse, donc, ou un désir de tomber enceinte. Donc, pour des raisons de sécurité habituelles en médecine, la grossesse est exclue donc, pendant l'étude. Les autres, il y a d'autres critères d'inclusion habituels et divers pour différentes études cliniques. Donc ces critères d'inclusion et d'exclusion, nous les avons voulu assez larges pour permettre au plus grand nombre de patients atteints de myasthénie grave généralisée de participer en toute sécurité. Donc les critères sont là, aussi bien pour l'étude, pour pouvoir évaluer correctement l'effet du vaccin, mais également pour être certain que dans cette première administration chez l'homme, tous les critères de sécurité sont respectés. Donc ces critères sont assez larges, mais la conjonction de ces critères finit néanmoins par limiter le nombre de patients éligibles. Donc 15% seulement des patients atteints de myasthénie peuvent participer. Donc, en résumé, nous cherchons donc 32 patients pour le vaccin non thérapeutique MG. Donc nous avons évidemment fait très attention à la sécurité, donc on ne demande pas de changement de médication dans la partie A et 3 mois avant. Par contre, en partie B, l'évolution de vos traitements est tout à fait libre. Bien entendu, en cas de problème, vous pouvez toujours en parler au médecin investigateur et il ne va prendre aucun risque avec votre santé. Et donc l'idée de base, c'est ne pas changer de médication 3 mois avant et pendant 6 mois de la partie A. Donc sécurité, 3 nuits, donc chaque jour de l'injection du vaccin, les patients vont rester 1 nuit sous contrôle à l'hôpital. Et donc toujours pour la sécurité, 7 visites de contrôle en partie A, donc tous les 15 jours, et également donc 6 en partie B tous les 4 mois. Les faits recherchés, donc nous recherchons une amélioration importante et durable donc, de la myasthénie par le vaccin thérapeutique myasthénie. Et les effets secondaires escomptés, eux, sont minimes, sont donc de type vaccin. Voilà. 32 patients, cela semble peu en pratique, mais réunir 32 patients en 6 mois, c'est difficile. Nous avons donc besoin de tout et de chacun. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer une petite vidéo qui présente le mécanisme d'action, donc je vais vous la montrer maintenant. Voilà, donc c'est une vidéo que nous avons demandé de créer. Donc, en cas de myasthénie grave, donc en fait il y a l'attaque de la jonction neuromusculaire qui va bloquer le fonctionnement normal de la jonction et de la contraction musculaire. Et en fait, la cible de l'attaque, c'est le récepteur de l'acétylcholine, cette cible étant atteinte par... j'aurais dû appuyer aussi sur Play. Cette cible donc étant atteinte par les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Et vous voyez donc la photo de cette jeune femme avec le symptôme bien connu en myasthénie oculaire. Donc, dans une situation normale, un influx nerveux va partir de la cellule, va partir dans l'axone, va arriver au récepteur, va libérer l'acétylcholine et va arriver au niveau de la plaque motrice pour provoquer une contraction musculaire. Nous avons symbolisé cela par un petit éclair. Et quand on zoome, quand on agrandit la jonction neuromusculaire, voilà ce qui se passe au niveau du synapse neuromusculaire. Il y a donc une vésicule qui va libérer de l'acétylcholine qui va aller se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine. Ceux-ci vont changer de forme et laisser passer des ions sodium, donc du sel, dans la cellule musculaire qui va du coup provoquer une contraction musculaire. L'acétylcholine ensuite est scindée par l'acétylcholinestérase et le récepteur d'acétylcholine reprend sa forme normale.
Dans la myasthénie, nous avons donc des anticorps qui sont dirigés vers une petite partie de ces récepteurs à l'acétylcholine et qui vont bloquer la fonction et après amener la destruction de la plaque motrice. Donc les anticorps ici sont représentés en rouge et ils se fixent en fait entre deux récepteurs et viennent les bloquer. Si on agrandit encore le récepteur de l'acétylcholine, et donc on a la région luminogène principale, l'anticorps vient se fixer donc, sur cette partie à cheval, donc, comme on vient de le voir. Et le professeur Blalock a donc découvert qu'on pouvait calculer le profil de cette cible et par là même calculer le profil inverse. À partir de ce moment, on peut synthétiser un peptide complémentaire, donc un antigène. Et quand on met cet antigène dans une formule vaccinale, on va pouvoir donc injecter ce vaccin. Et suite à l'injection du vaccin, le corps du patient, le système immunitaire du patient, va être induit donc à créer des anti-auto-anticorps, donc des bons anticorps, on va dire, ici représentés en vert. L'idée étant que ces bons anticorps vont se fixer sur les mauvais anticorps, sur les auto-anticorps. Et on voit ici, en augmentant, qu'on a effectivement ce mécanisme clé-serrure ou serrure inverse. Et par là même, comme les anticorps sont neutralisés, ils ne peuvent plus se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine, qui fonctionne à nouveau normalement, et laisse passer le sodium et provoque la contraction musculaire. Voici une autre manière de présenter le schéma que vous expliquais à la dia précédente. Donc, voilà. Et donc, pour terminer, ceci terminait donc ma présentation. 32 patients pour le vaccin thérapeutique myasthénie. Je vous remercie beaucoup de votre présence et d'avoir écouté. Et donc, nous sommes ouverts à toute question. Je pense qu'il y en a déjà eu sur le chat. Donc, Nicolas va être en train, je crois, de lire ces questions et va nous en faire part. Donc, il y a déjà eu énormément de questions posées sur le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, il y a une série de questions qui concernent, je pense, le mécanisme d'action du vaccin et s'il serait applicable à différentes formes de la myasthénie. Donc, par exemple, la myasthénie oculaire, la myasthénie séronégative, le syndrome de Lambert-Eaton, etc. Donc, Stéphane, je ne sais pas si tu veux répondre à la question. Je pense qu'on a en partie expliqué pourquoi, pour l'instant, on sélectionne des patients séropositifs aux anticorps, de par le mécanisme d'action qui a été présenté. Mais on peut peut-être répondre aussi au niveau des autres types de myasthénie ou de syndrome myasthénique congénital Lambert-Eaton. Ok. Donc, le syndrome de Lambert-Eaton est une autre maladie auto-immune. La cible de l'attaque auto-immune n'est pas le récepteur de l'acétylcholine, et donc on peut prétendre à aider des gens qui seraient atteints du syndrome de Lambert-Eaton. De même, il existe la myasthénie MuSK positive, et donc a priori cette myasthénie, la cible est donc un autre point de la membrane de la plaque motrice. Et donc nous nous limitons à la majeure partie de la myasthénie auto-immune, qu'elle soit oculaire ou qu'elle soit généralisée. Dans un premier temps, dans l'étude, nous n'incluons que les patients qui ont une myasthénie généralisée, mais la myasthénie oculaire, en tout cas si elle est positive au récepteur de l'acétylcholine, peut tout à fait être traitée par le vaccin thérapeutique IMG. Il reste, je dirais, les patients qui sont négatifs, double négatifs, et donc là, on peut penser aujourd'hui que ces patients ont en fait des anticorps et donc pourraient potentiellement être traités par le vaccin. Et ils ont des anticorps, ils ne sont pas détectés par les kits de détection des anticorps, mais ils sont quand même présents.
Donc si c'est le cas, le vaccin pourrait certainement les aider. Mais là, il faut attendre un peu. C'est pour ça qu'en phase 1, nous nous limitons aux patients avec une myasthénie généralisée anticorps positifs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, et pour la myasthénie congénitale, c'est aussi une autre maladie, donc le vaccin ne pourra pas être utilisé pour cette maladie-là. Il y a quand même toute une série de gens qui s'interrogent toujours sur le lien entre le taux d'anticorps. S'interroge toujours sur le lien entre le taux d'anticorps et la gravité et la sévérité de la maladie, et qui se pose la question de savoir s'il y a un taux limite pour cet essai-ci. Donc ça, c'était ces deux questions en une. Donc, alors il y a un lien évident entre le taux d'anticorps et la maladie. Je dirais que le test principal d'ailleurs, c'est un test de présence des anticorps dans le sang. Il est clair que quand on a les anticorps, on a une myasthénie. La relation inverse est vraie aussi. Le taux d'anticorps va forcément influencer la gravité de la maladie. Maintenant, on peut rentrer dans des considérations très précises, le taux d'anticorps, l'affinité des anticorps, le fait que ces anticorps donc, soient plus ou moins actifs et plus ou moins, je dirais, collants à la jonction, va faire que entre différents individus, un taux d'anticorps donné n'est pas relié à un niveau de la maladie donné. Par contre, il a déjà été établi plusieurs fois dans plusieurs études que chez un même individu, quand le taux d'anticorps descend, le patient se sent mieux. Bon, à nouveau, il n'y a pas une relation absolument linéaire. On ne peut pas dire vous avez la moitié des anticorps aujourd'hui par rapport à il y a un an, vous allez vous sentir 2 fois mieux. Mais il y a quand même une relation évidente entre le taux d'anticorps et la maladie. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, a priori, le vaccin pourrait aider tous les niveaux d'anticorps, mais dans le cadre donc, de la phase 1, nous demandons un taux d'anticorps minimal qui correspond à peu près 10 fois le seuil diagnostique. Donc aujourd'hui, on est à 10 ou 15 fois. Donc aujourd'hui, un seuil diagnostique est à 0,2, 0,3 nanomoles par millilitre, et nous demandons aux patients d'être des patients où cela se voit, où on n'est pas en train de se poser la question est-ce que c'est tout juste une myasthénie ou peut-être pas. Non, donc quand on a un taux d'anticorps à 2 ou 3, selon différents tests, à ce moment-là, on est tout à fait certain, et on peut aussi nous éventuellement voir la diminution de ce taux d'anticorps. Donc c'est pour ça qu'on demande un taux minimum d'anticorps. Voilà, Stéphane, il y avait aussi toute une série de questions sur les critères d'inclusion, exclusion qui intéressent les patients. Je dirais qu'on n'aura peut-être pas le temps de présenter en très grand détail tous les critères, mais qu'ils peuvent toujours contacter le centre investigateur et ou l'association, et qu'on leur enverra des liens avec tous les critères détaillés. Par exemple, un patient se posait la question de savoir quel était le taux exact à partir duquel on acceptait le recrutement, si le traitement par rituximab était un critère d'exclusion, etc. Je ne sais pas si on pourra tout détailler aujourd'hui, mais je pense qu'on peut envoyer des liens vers les sites où sont listés tous les critères de façon détaillée. Donc, oui, je pense qu'effectivement, il vaut mieux aller, donc pour avoir les détails, il y a plusieurs sites possibles. Donc, il y a le site l'enregistrement, qui est une obligation légale, donc l'enregistrement de l'étude qui est faite en fait sur un site américain. Le lien est fourni sur les différents sites, Myastérix, CuraVac, et même, je crois, maintenant donc, sur le site des amis. Sur cette dia, vous avez justement le site myastheniavaccin@uza.be. Donc ça, c'est pour pouvoir envoyer un email à Linda ou au professeur Mercelis. Donc ces différents critères, en gros,
on a donc, comme je l'ai montré dans la dia, c'est donc myasthénie grave généralisée avec un taux d'anticorps au récepteur acétylcholine entre 18 et 65 ans et avec un body mass index entre 18 et 35. Les autres critères, vous pouvez demander, entre autres, à votre médecin de parcourir la liste. Et l'exclusion, donc comme je l'avais signalé dans la dia, c'est avant tout donc un thymome et donc une thymectomie dans l'année qui précède. Les traitements immunosuppresseurs sont permis pour autant qu'ils soient stables. On a quand même une limite donc, qui est à 32 mg de cortisone par jour, je crois 30 mg de cortisone par jour. Bon, cette limite est assez importante et en général, les patients qui prennent 30 mg de cortisone par jour sont de toute façon au grade 3 ou 4, donc sont avec une myasthénie sévère, éventuellement une limite déjà de leur capacité respiratoire. Donc voilà pour les critères d'exclusion. Il inclut donc une grossesse. Et de nouveau, comme l'a dit Nicolas, parlez-en à votre médecin, vérifiez la liste. Les autres critères sont des critères qui en général concernent peu de monde, bon, par exemple, mais qui sont habituels dans toute étude clinique. Par exemple, des patients qui auraient une hépatite active ou un syndrome immunodéficient actif sont également éliminés. C'est habituel. Si vous avez fait un infarctus dans le mois qui précède, forcément, ce sera un critère d'exclusion. Mais ce sont des critères habituels d'exclusion pour toute étude clinique. Voilà, merci. Donc, je continue à essayer de lister les questions par thème. Je dirais qu'il y a toute une série de questions qui concernent le profil thérapeutique du candidat vaccin. Donc, ses potentiels effets indésirables, son autorisation de mise sur le marché, si elle serait mondiale, et par exemple, une question importante, c'est si les patients pourront arrêter d'autres médicaments efficacité lors des essais cliniques. Donc il y a les médicaments, c'est indésirable, et la façon dont va se passer la mise sur le marché. Excusez-moi, j'ai un petit problème de caméra. Voilà. La mise sur le marché, c'est déjà pas demain. Là, aujourd'hui, on vise de toute façon une mise sur le marché mondial. La myasthénie est une maladie rare et forcément, l'idée n'est pas de se limiter à un petit marché. Pour donner une idée, en Belgique, on a à peu près 2000 patients. En France, on est probablement aux alentours de 12-15 000 patients. C'est clair que en cas d'autorisation, au cas où les essais cliniques sont tout à fait positifs, le marché que nous allons essayer d'atteindre, c'est tous les patients myasthéniques, qu'ils se trouvent au Japon, aux États-Unis ou ailleurs. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'essayer de programmer une phase 2 aux États-Unis, mais comme tout prend du temps, c'est notre objectif. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Parce que j'ai peut-être raté. Oui, donc en fait, si les essais réussissent, les questions c'était est-ce qu'il y aura des effets indésirables éventuels et si les patients pourront se passer des autres médicaments qu'ils prennent actuellement. Ça, je pense que c'est une question importante. Alors, donc les effets indésirables, nous pensons que les effets indésirables seront tout à fait limités à des effets locaux, des effets de type vaccinal, un peu comme pour un vaccin anti-tétanos. Et d'ailleurs, une étude a été réalisée récemment à l'université de Leiden, donc où on a vacciné des patients atteints de myasthénie avec le vaccin antitétanique pour bien vérifier que des patients avec ou sans immunosuppression pouvaient réagir à un vaccin et pour aussi démontrer que
l'utilisation d'un vaccin habituel, en tout cas dans ce cas-ci, ne provoque pas d'augmentation des symptômes de la myasthénie. Donc ça a pu être démontré, cette étude va être publiée sous peu, probablement encore cette année dans un journal scientifique. Mais donc oui, les effets secondaires que l'on attend sont des effets limités, type rougeur, induration, douleur momentanée, peut-être éventuellement fièvre. Maintenant, comme dans tout vaccin même, on ne peut exclure éventuellement un choc anaphylactique. Donc c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et c'est pour ça que lors de l'injection du vaccin, cela se fait à l'hôpital. Il y a, comme d'ailleurs tout vaccin, ça devrait être toujours le cas pour tous les vaccins, il faudrait avoir de l'adrénaline à côté de soi, au cas où on déclenche une réaction immunitaire de type anaphylactique. On n'attend aucun autre effet secondaire, et les effets positifs donc, que l'on attend sont a priori des effets durables qui pourraient amener une suppression totale des autres médicaments. Donc, en tout cas, c'est ce qui s'est vu chez le chien. Donc, les chiens qui ont été vaccinés sont tous rentrés en rémission jusqu'à leur mort de vieillesse, on va dire, et n'ont plus nécessité la prise de médicaments pour leur myasthénie. C'est pour ça qu'on doit tester, c'est pour ça qu'on va bien tester de manière absolument scientifique, contre placebo, les effets du vaccin thérapeutique. Voilà, merci Stéphane. Donc il y avait toute une série de questions qui concernaient maintenant les aspects beaucoup plus pratiques de l'essai. Donc comment se porter volontaire, la prise en charge des frais de déplacement. Donc les côtés vraiment pratiques, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui nous écoutaient de très loin. Donc il y a effectivement la question de la géographie et si d'autres centres vont intervenir dans cet essai. Donc ça c'est vraiment tout ce qui concerne le côté pratique de l'essai de phase 1 qui est en cours actuellement. Mais donc au niveau pratique, nous essayons de recruter le plus de patients possible. Maintenant, comme je l'ai montré dans une dia précédente, malgré qu'on a pris des critères assez larges, finalement, seulement 15% des patients sont éligibles. Et donc, cela limite forcément le nombre de patients dans un rayon, par exemple, de 200 ou 300 km ou 400 km autour d'Anvers. Cela limite le nombre total de patients éligibles, et c'est pour ça que, effectivement, nous demandons à tous les patients qui ont la possibilité de participer à l'étude, s'ils voulaient bien se manifester et se présenter donc au professeur Mercelis. Au niveau pratique, nous avons prévu dans le budget donc, de l'Europe de prendre en charge les frais en transport en commun. Donc, les frais a priori sont limités. Donc, mais par exemple, j'ai été vérifié sur le site de la SNCF et j'ai vu que si on prenait un ticket de train Thalys entre Paris et Anvers, avec 15 jours ou plus à l'avance, on est à un aller-retour qui doit coûter environ 102 à 110 euros en fonction de l'heure de départ et d'arrivée. Donc ce type de frais sera pris en charge justement pour éviter que tout patient qui serait éligible finalement se dise ben non, je ne vais pas y aller, je dois y aller 10 fois, c'est trop difficile, en plus ça coûte trop cher. Donc effectivement, donc, tout patient qui peut se présenter à l'étude et qui s'engage à venir 10 fois, donc les frais de transport en commun seront pris en charge. Alors évidemment, on peut discuter, est-ce que les patients qui sont à Paris sont plus éligibles que les patients qui sont à Marseille? Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les transports en commun et des compagnies aériennes low cost, que je ne vais pas citer,
il est parfois possible de faire Marseille-Bruxelles ou Londres-Anvers pour le même prix qu'un TGV Paris-Anvers. Voilà, donc toute personne qui peut raisonnablement se déplacer et venir à l'université d'Anvers pour faire l'essai est la bienvenue. Très bien, donc il y avait des questions sur les publications et sur nos références scientifiques. Donc là, je pense qu'il y a déjà toute une série de choses qui peuvent se trouver sur le site internet. Et si des gens ont des questions plus précises, je les enjoins à nous contacter et on pourra leur faire parvenir certaines publications. Mais en tout cas, il y a des références bibliographiques qui se trouvent sur le site Curavac et sur le site MiAstérix. Ça, je pense qu'on a couvert. Oui, il y avait toute une série de questions. Il y avait une série de questions. Il y avait des gens qui demandaient si des essais auront lieu en France ou dans d'autres pays. Là, pour l'instant, l'essai en Belgique est le seul essai de phase 1B qui est programmé. Et il y a un essai de phase 2 qui est couvert par le budget européen MiAstérix qui se fera en Hollande. Et j'ai vu une question où il disait que le professeur Aymar s'était proposé pour faire l'essai à Paris et que ça avait été refusé. Alors là, je suis très étonné parce que Stéphane, on n'a jamais eu de demande dans ce sens-là. Donc je suppose que tu peux confirmer qu'on n'a pas eu... Oui, effectivement, je n'ai pas connaissance comme quoi il y a une demande de la part d'une université, d'un hôpital à Paris, le professeur Aymar ou un autre. Bon, nous avons fait l'application pour cette étude donc en 2012, nous avons obtenu l'autorisation et le financement de l'Europe en 2013. Bon, forcément, enfin, on parlait aussi des publications scientifiques. Je crois que le jury de la recherche européenne a réuni le meilleur jury indépendant possible et donc ils ont parcouru toute la littérature scientifique qu'on leur a fournie avant de dire allons-y, vous êtes l'un des 7 projets auxquels nous croyons sur plus de 50 qui ont été présentés. Mais évidemment, toute personne peut venir parcourir toutes les études scientifiques qui ont été publiées. Il y en a pour le vaccin thérapeutique MG, il y a eu 6 études, je crois, chez le rat, il y a eu une étude chez le chien. Nous avons pour d'autres applications des vaccins et de la technique des petites complémentaires, il y a une liste de plus de 300 papiers donc, scientifiques. Tout le monde ils sont publiés, c'est public, tout le monde peut les lire. Aujourd'hui d'ailleurs, un autre groupe a montré que notre approche de type vaccinal était tout à fait efficace aussi donc en myasthénie chez le rat. Donc l'approche vaccinale pour reprogrammer un système immunitaire aujourd'hui est amplement prouvée. Maintenant, toutes les recherches scientifiques au monde sur le rat, nous avons été les seuls à le faire sur une myasthénie naturelle chez le chien, et toutes les recherches scientifiques, à un moment donné, il faut passer chez l'homme, et si on a des arguments suffisants, ce qui a été jugé le cas par l'Europe, et à ce moment-là, on peut éventuellement arriver à un traitement chez l'homme. Sinon, je me souviens d'un dessin, d'un cartoon, on voyait un rat partir avec son baluchon en disant « moi je suis guéri, dans 15 ans, on va traiter les humains ». Et c'est ça évidemment le problème en recherche. Donc ici on prend tous les facteurs de sécurité possibles, et à partir de là, nous faisons donc la première essai chez l'homme. Pour une phase 2, en France ou ailleurs, nous allons essayer de le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc la question, comme l'a dit Nicolas, nous avons obtenu un budget et la possibilité de faire cette étude, ce qui est tout à fait exceptionnel, donc en Belgique. La phase 2 est prévue plutôt aux Pays-Bas, mais probablement aussi également en Belgique. Et pour une phase 2 dans d'autres pays, nous devons malheureusement, on attend, on n'a aucune certitude. J'ai vu passer une question, c'est pas facile de voir passer les questions, c'est pour ça que Nicolas
les regarde et les répète. J'ai vu passer une question en disant le vaccin tétanos n'a rien à voir avec ce vaccin. Forcément, sinon le vaccin tétanos pourrait guérir la myasthénie. Mais l'approche de ce vaccin est entièrement similaire à une approche d'un vaccin type Prevnar, Menjugate. On utilise des composants tout à fait standards qui sont utilisés dans des millions de doses chez des enfants et chez les adultes, avec un adjuvant qui est systématiquement standard, dans les mêmes doses que à peu près le vaccin tétanos, mais évidemment, l'antigène du vaccin tétanos n'est pas le même que l'antigène ici. Par contre, pour tester ce qui pouvait se passer quand on stimule un système immunitaire en utilisant le vaccin antitétanique, c'était une très bonne approche pour pouvoir tester sur des patients avec un produit déjà accepté l'effet d'une vaccination chez les patients myasthéniques. Ça n'avait encore jamais été fait de manière systématique. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Je m'excuse à l'avance si on n'a pas eu l'occasion de répondre en détail à toutes les questions. Ce n'était pas possible vu le flot de commentaires et de questions. Je propose peut-être à Pierre